La prédilection fanatique des jeunes générations pour le jazz proteste sans le savoir contre ce phénomène et révèle en même temps une contradiction implicite, car la production qui s'adapte à l'industrie ou se comporte comme si elle l'avait fait régresse irrémédiablement peu à peu derrière les forces productives artistiques de la composition musicale. La tendance à la manipulation du hasard que l'on constate aujourd'hui dans les médias les plus divers est certainement la tentative, parmi d'autres, d'éviter en art l'intempestif, c'est-à-dire en quelque sorte la surabondance de techniques artisanales sans les livrer à la rationalité fonctionnelle de la production de masse. Ce n'est que par une réflexion sur les rapports des œuvres d'art à la finalité qu'on peut sans aucun doute aborder de plus près le problème de l'art à l'ère technicienne. Question aussi inévitable que suspecte, à cause de son zèle et de son caractère de slogan socialement naïf pour l'époque. À vrai dire, les œuvres d'art sont définies par la technique comme une finalité en soi, mais leur terminus ad quem n'a sa place qu'en elle-même, non pas en dehors d'elle. C'est pourquoi la technique de leur finalité immanente reste également sans fin, alors qu'elle a pourtant constamment pour modèle une technique extra-esthétique. La formule paradoxale de Kant exprime un rapport antinomique sans que l'auteur de l'antinomie l'ait explicité. Par leur technicité qui les lie irréductiblement aux formes fonctionnelles, les œuvres d'art entrent en contradiction avec leur absence de finalité. Dans les arts appliqués, les produits sont par exemple adaptés à des fins telles la forme aérodynamique, visant à la diminution de la résistance de l'air, sans que les chaises aient à attendre une telle résistance. Mais ces arts constituent un avertissement fatidique de l'art, son moment irrépressiblement rationnel qui se réduit à leur technique, travaille contre eux. Ce n'est pas comme si la rationalité tuait toujours quelque chose, le non-conscient ou la substance. Seule la technique a rendu l'art capable de recevoir le non-conscient. Mais en vertu précisément de son autonomie absolue, l'œuvre d'art complètement élaborée dans sa pureté et sa rationalité liquiderait la différence qui la sépare de l'existence empirique et s'assimilerait sans limiter à son contraire, à la marchandise. Il ne serait plus guère possible de la distinguer des œuvres parfaitement fonctionnelles, sinon par le fait qu'elle ne poursuit aucun but, et cela serait évidemment démenti. La totalité de la finalité intra-esthétique conduit au problème de la finalité de l'art en dehors de la sphère artistique, mais échoue devant ce même problème. Le jugement selon lequel l'œuvre d'art strictement technique a échoué continue d'être valable, et ceux qui renoncent à leur propre technique sont inconséquents. Si la technique représente le langage de l'art, elle liquide cependant son langage, elle ne peut échapper à cela. Il n'y a lieu, en aucune circonstance, de fétichiser en art la notion de force productive technique. L'art devient sinon le reflet de cette technocratie qui est socialement une forme de domination masquée sous l'apparence de rationalité. Les forces techniques productives ne sont rien pour elles-mêmes. Elles n'ont de valeur que par la place qu'elles occupent, dans le rapport à leur fin, dans l'œuvre et finalement au contenu de vérité de ce qui est écrit, composé et peint. Il est vrai que cette finalité des moyens n'est pas transparente dans l'art. La fin se dissimule fréquemment dans la technologie sans que celle-ci se trouve immédiatement confrontée à celle-là. Si au début du XIXe siècle, on découvrit la technique de l'instrumentation et si on s'empressa de la développer, il est certain que cela avait des aspects technocratiques saint-simoniens. La relation avec la fin d'une intégration des œuvres dans toutes leurs dimensions n'est apparue qu'à une étape ultérieure et a ensuite évidemment modifié qualitativement la technique orchestrale elle-même. L'enchevêtrement dans l'art des moyens et des fins exhorte à la prudence en ce qui concerne les jugements catégoriques sur son quid pro quo. Il n'est toutefois pas certain que l'adaptation à une technique extra-esthétique puisse sans problème être un progrès sur le plan intra-esthétique. C'est évident pour la symphonie fantastique de Berlioz, pendant des expositions universelles d'autrefois, si on la compare aux œuvres contemporaines de Beethoven. À partir de cette époque, l'évidement de la médiation subjective chez Berlioz, le manque de complète et véritable élaboration musicale a presque régulièrement accompagné la technicisation ainsi que son effet nocif sur l'œuvre. L'œuvre technologique n'est absolument pas a priori plus cohérente que celle qui se replie sur soi pour répondre à l'industrialisation et fréquemment à l'affût de l'effet comme effet sans cause.
Ce qui est juste dans les réflexions sur l'art à l'ère de la technique, comme le disent les journaux, époque qui se caractérise autant par les rapports sociaux de production que par le stade des forces productives. Ce n'est pas tant l'adéquation de l'art au développement technique que la modification des expériences constitutives qui se sédimentent dans les œuvres d'art. Le problème est celui du monde esthétique, des images. Le monde pré-industriel devait disparaître sans rémission. La phrase par laquelle Benjamin commence ses réflexions sur le surréalisme « On ne sait plus rêver de la fleur bleue » est une phrase clé. L'art est mimésis du monde des images et en même temps ne fait qu'un avec son Aufklärung par des formes d'organisation. Mais le monde des images, totalement historique, échappe à la fiction d'un monde qui effacerait les rapports sous lesquels les hommes vivent. L'emploi de moyens techniques disponibles et qui, selon la conscience critique de l'art, peuvent être utilisés par lui, ne permet pas d'échapper au dilemme suivant. L'art est-il encore possible et comment? Dilemme qui, comme le conçoit une innocence non récupérable, conviendrait au présent. Seule y parvient l'authenticité d'une expérience qui ne s'en tient pas à une immédiateté qu'elle a perdue. L'immédiateté du comportement esthétique n'est encore qu'immédiateté d'un élément universellement médiatisé. Le fait qu'aujourd'hui, le promeneur en forêt, à moins qu'il n'ait délibérément recherché les régions les plus écartées, entende le vacarme des avions à réaction, ne suffit pas à rendre la nature objectivement inactuelle, comme par exemple quelque chose que pourrait célébrer la poésie. L'impulsion mimétique est affectée par ce phénomène. Le lyrisme de la nature est anachronique, non seulement par son sujet, mais parce que son contenu de vérité a disparu. Cela peut aider à expliquer l'aspect anorganique de la poésie de Beckett et celle de Celan. Elle ne veut ni de la nature ni de l'industrie. C'est précisément l'intégration de l'industrie qui conduit à la poétisation, laquelle avait déjà un aspect de l'impressionnisme, et contribue pour une part à la paix avec l'absence de paix. L'art, en tant que forme de réaction anticipatrice, ne peut plus, à supposer qu'il ait jamais pu le faire, s'annexer ni la nature vierge ni l'industrie qui la mutile. L'impossibilité des deux choses est sans doute la loi cachée du détournement esthétique de l'objet. Les images de la période post-industrielle sont celles de choses mortes. Elles veulent, en anticipant, condamner la guerre atomique, tout comme il y a 40 ans le surréalisme, sauver Paris dans l'Imago, en le représentant comme si des vaches pouvaient y paître, époque après laquelle les Berlinois rebaptisèrent le Kurfürstendamm de la ville détruite par les bombes. Sur toute technique artistique plane, en rapport avec sa fin, une ombre d'irrationalité, le contraire de ce dont l'accuse l'irrationalisme esthétique. Cette ombre est l'anathème de la technique. Il est vrai qu'à partir des techniques, comme à partir de la tendance du progrès nominaliste, dans son ensemble, on ne peut guère continuer de concevoir un moment d'universalité. Le cubisme ou la composition dodécaphonique sont, selon leurs principes, des procédures universelles à l'époque de la négation de l'universalité esthétique. La tension entre une technique objectivante et l'essence mimétique des œuvres d'art est résolue dans l'effort pour sauver dans la durée le fugitif, l'éphémère, comme quelque chose d'invulnérable par la réification et qui l'accompagne. Il est certain que la notion de technique artistique n'a acquis sa spécificité que par ce travail de Sisyphe. Elle est apparentée au tour de force. La théorie de Valéry, théorie rationnelle de l'irrationalité esthétique, tourne autour de ce problème. L'impulsion de l'art à objectiver le fugitif et non le permanent peut innerver son histoire. Hegel a méconnu cela et pour cette raison a ignoré au sein de la dialectique le noyau temporel de son contenu de vérité. La subjectivisation de l'art tout au long du XIXe siècle, qui en même temps libéra ses forces productives techniques, n'a pas sacrifié l'idée objective de l'art, mais en la temporalisant, elle a plus purement modelé que ne le fit la pureté classique. La grande justice ainsi rendue à l'impulsion mimétique devient la plus grande injustice, car l'élément permanent, l'objectivation, finit par nier l'impulsion mimétique. Mais la faute doit en être recherchée dans l'idée de l'art, et n'est pas celle de son prétendu déclin. Nominalisme et forme ouverte. Le nominalisme esthétique est un processus dans la forme et devient forme lui-même. Là aussi, l'universel et le particulier se médiatisent. Les interdictions nominalistes de formes prédonnées sont canoniques dans la mesure où elles ordonnent. La critique des formes se confond avec celle de leur adéquation formelle. La distinction très importante pour toute théorie des formes entre le clos et l'ouvert constitue à cet égard un prototype. Les formes ouvertes sont ces catégories de formes universelles qui recherchent l'équilibre avec la critique nominaliste de l'univers.
Celle-ci s'appuie sur l'expérience de l'échec inévitable de l'unité de l'universel et du particulier à laquelle prétendaient les œuvres d'art. Aucun universel prédonné n'admet en soi et sans conflit le particulier qui ne dérive pas d'un genre. L'universalité perpétuée des formes devient incompatible avec sa propre signification, et la promesse de la rondeur de la chose fermée et repliée sur elle-même n'est pas réalisée, car elle concerne cet élément hétérogène aux formes qui ne toléra probablement jamais l'identité avec elle. Les formes qui se heurtent après que l'instant de leur unité soit passé portent préjudice à la forme elle-même. La forme objectivée vis-à-vis de son autre n'en est déjà plus une. Le sentiment de la forme chez Bach, qui en beaucoup de points s'opposait au nominalisme bourgeois, ne consistait pas en respect, mais en ce qu'il maintenait le cours des formes traditionnelles, ou plus exactement, évitait absolument qu'elles ne se figent et ne se consolident de manière nominaliste à partir du sentiment de la forme. Ce qu'un cliché non dépourvu de rancune, célèbre dans les romans sous le nom de don, de la forme à quelque chose de juste lorsqu'il s'agit de l'aptitude à maintenir dans le formé une certaine labilité des formes et s'y plier par une sympathie sensible au lieu de se contenter de les maîtriser dans une utilisation de celles-ci en tant que telles, aussi heureuses soient-elles. Le sentiment des formes renseigne sur leur problématique, sur le fait que le début et la fin d'un mouvement musical, la composition harmonieuse d'un tableau, ou les rites scéniques comme la mort ou le mariage des héros, sont vains à cause de leur caractère arbitraire. Le formé n'honore pas la forme de la structuration. Cependant, si le renoncement au rituel dans l'idée d'un genre ouvert, lui-même tel le rondeau souvent conventionnel, est débarrassé du mensonge de la nécessité, cette idée se voit davantage exposée sans protection à la contingence. L'œuvre d'art nominaliste doit devenir telle par le fait qu'elle s'organise complètement de manière pure, et non pas parce que des principes d'organisation lui sont imposés. Mais aucune œuvre aveuglément abandonnée à elle-même ne possède en soi cette force d'organisation qui lui tracerait des limites obligatoires. Lui reconnaître cette force serait effectivement du fétichisme. Le nominalisme esthétique libéré, comme la critique philosophique à l'égard d'Aristote, liquide toute forme en tant que survivance d'un être en soi spirituel. Il aboutit à une facticité littérale et celle-ci est inconciliable avec l'art. On pourrait montrer chez un artiste de niveau formel exemplaire comme Mozart que ses œuvres les plus audacieuses dans leur forme, et donc les plus authentiques, traduisent intensément la décomposition nominaliste. Le caractère de l'œuvre d'art, en tant que caractère d'un artefact, est incompatible avec le postulat de l'œuvre reposant purement sur soi. Lorsqu'elles sont faites, les œuvres d'art reçoivent en même temps en elles cet aspect de choses organisées et gouvernées insupportable à la sensibilité nominaliste. Dans l'insuffisance des formes ouvertes, les difficultés éprouvées par Brecht dans la rédaction de dénouements convaincants à ces pièces en sont l'exemple le plus frappant. Culmine l'aporie historique du nominalisme artistique. Il ne faut d'ailleurs pas négliger un saut qualitatif dans la tendance globale à aller vers une forme ouverte. Les anciennes formes ouvertes s'élaborèrent à partir des formes transmises par la tradition qu'elles modifièrent, mais dont elles ne conservèrent plus que l'enveloppe externe. La sonate viennoise classique était à vrai dire une forme dynamique mais close, à la clôture précaire. Le rondeau, avec son caractère non obligatoire d'alternance de refrain et de couplet, était une forme délibérément ouverte. Toutefois, dans la texture du composé, la différence n'était pas si considérable. De Beethoven à Mahler, on utilisa le rondo sonate, qui transplantait la réalisation de la sonate en rondo, oscillant entre le jeu de la forme ouverte et la contrainte de la forme close. Ce fut possible parce que la forme du rondo elle-même ne se soumit pas textuellement à la contingence et ne s'adapta au contraire à l'exigence du caractère non contraignant que comme forme établie dans l'esprit de l'époque nominaliste et en souvenir de celui bien plus ancien des rondes, alternance du chœur et du premier chantre. Le rondo se prêtait plus à la standardisation à bon marché que la sonate au développement dynamique, dont la dynamique, en dépit de sa clôture, n'admettait pas cette constitution de type. Le sentiment de la forme, qui dans le rondo avait pour le moins fait apparaître la contingence, exigeait des garanties pour ne pas faire éclater le genre. Des formes préétablies chez Bach, comme le presto du concerto italien, étaient plus flexibles, moins figées et mieux articulées que les rondos mozartiens, appartenant à un stade ultérieur du nominalisme.
Le renversement qualitatif se produisit lorsqu'à la place de l'oxymoron de la forme ouverte apparurent des procédures qui, indifférentes au genre, se dressèrent contre le précepte nominaliste. Paradoxalement, les résultats furent plus clos que ceux de leurs prédécesseurs, conciliant la tendance nominaliste vers l'authentique, va à l'encontre des formes de jeu en tant qu'héritières du divertissement féodal. Le sérieux, chez Beethoven, est bourgeois. La contingence déborde sur le caractère formel. Finalement, la contingence est une fonction de la structuration complète et croissante. Des choses aussi apparemment marginales que le rétrécissement temporel de la dimension des compositions musicales et les formats réduits des meilleurs tableaux de Klee peuvent s'expliquer ainsi. La résignation devant l'espace et le temps céda à la crise de la forme nominaliste au point de l'indifférence. L'action painting, la peinture informelle et la musique aléatoire aimèrent pousser à l'extrême ce moment de résignation. Le sujet esthétique se dispense de l'effort de la mise en forme de la contingence adverse qu'il désespère d'accomplir plus longtemps. Il impute pour ainsi dire au contingent la responsabilité de l'organisation. Mais à nouveau, le gain s'inscrit en faux. La légalité formelle qu'on croit distiller de la contingence et de l'hétérogène reste elle-même hétérogène et non obligatoire pour l'œuvre d'art, opposée à l'art en tant que littéral. La statistique sert à se consoler de l'absence de forme traditionnelle. Cette situation s'inscrit dans la figure de la critique de cette absence.